Voilà, donc notre première partie qui concerne la définition des troubles du comportement. Alors, je les ai appelés donc, comportement des filles et c'est le terme qui va apparaître tout au long de la présentation sur les diapositives, que j'ai d'ailleurs abrégé en CD, donc comportement des filles. On peut appeler les comportements des filles de plusieurs manières. Donc on trouve aussi bien dans la littérature française que francophone en tout cas, que internationale, des comportements problèmes, comportements des filles, troubles du comportement, comportement aberrant. Donc tout ça, ça concerne le même, des comportements qui posent problème. Et en tout cas, ce qui est important dans notre démarche, ça va être d'avoir une démarche qui ne juge pas. On n'est pas là pour juger la personne qui émet le comportement, bien sûr, ni pour lui attribuer des intentions qu'on ne connaît pas, mais bien pour analyser de manière objective ce qui déclenche, ce qui maintient un comportement, et d'essayer d'y apporter des réponses à travers de l'apprentissage. Voilà. Donc un comportement des filles. J'aime bien aussi, on va aussi parler de comportement des filles par rapport à trouble du comportement, parce que dans comportement des filles, on a bien le fait que c'est d'abord un comportement. Et c'est ça qui va être important, c'est qu'on analyse un comportement des filles comme à peu près n'importe quel comportement en analyse appliquée. Donc on va revenir quand même brièvement sur la définition d'un comportement. Donc c'est bien qu'on ait tous la même base pour avoir la même base d'analyse ensuite. Donc, qu'est-ce qu'un comportement ? C'est tout ce qu'une personne, de manière simple, c'est tout ce qu'une personne dit ou fait. La définition, on va dire, qu'on retrouve dans la littérature, c'est toute activité d'un organisme vivant. Donc, ça concerne effectivement nos gestes, nos paroles, même, on va dire, dans son acceptation globale, dans l'analyse appliquée, dans la version radicale de l'analyse du comportement, il y a aussi, ça concerne les pensées, ça concerne tout ce qu'un organisme peut produire, qui peut, d'une manière ou d'une autre, être observable. Je dis d'une manière ou d'une autre parce qu'on peut l'observer de manière très directe. Je fais un geste, tout le monde voit mon geste et peut dire qu'il s'est produit. Ou alors d'une manière indirecte, à travers des appareils de mesure, parce que à l'œil nu, ça peut être difficile de le voir. Donc, voilà ce qu'est un comportement. Il a plusieurs caractéristiques, le comportement. Donc, comme j'ai dit, il doit être observable et ça implique qu'il ait une définition objective. Ça va être faire un mouvement de la main semi-circulaire de la droite vers la gauche ou gauche vers la droite, ça dépend où on se trouve. Voilà, c'est quelque chose d'objectif. Si je dis juste faire un geste de la main, ça reste objectif, mais c'est pas assez précis. On va pas pouvoir tous se mettre d'accord sur le fait que si je fais ça, est-ce que ça rentre quand même dans la définition du comportement. Donc il faut que ce soit observable et précis, qu'on ait une définition. Donc je disais objective aussi, c'est contraire à subjectif, c'est-à-dire que on ne va pas, quand on va définir un comportement, on ne va pas impliquer qu'il y ait une intention. Donc je vais jamais dire elle a voulu, si par exemple une petite fille dans la cour de récréation approche un enfant et fait un geste brusque, je ne vais pas dire, en décrivant le comportement, elle a voulu agresser l'enfant. Je ne sais pas ce qu'elle a voulu faire. Peut-être elle a eu... c'est peut-être une toute autre raison pour laquelle elle l'a fait. Je vais juste décrire qu'elle a couru, puis a fait un grand geste du bras et s'est éloignée d'un autre enfant. Quelque chose comme ça, mais je ne vais pas attribuer d'intention. Ensuite, comme on l'a dit, le comportement, il doit être mesurable. Mesurable, c'est-à-dire que on va définir la dimension la plus pertinente du comportement. Ça peut être la fréquence, la durée, l'intensité, la latence. Je vais donner des exemples. Si par exemple je veux savoir, ce qui m'intéresse par exemple, c'est de réduire le fait qu'un enfant tape avec son stylo sur la table. Dans ce cas-là, peut-être ce qui va m'intéresser, c'est la fréquence. C'est savoir sur une durée de temps,
enfin sur une durée, combien de fois l'enfant a tapé avec son stylo sur la table. Je vais partir de cette observation, de cette mesure, et après, je vais pouvoir définir un premier critère pour le faire diminuer. Après, ça peut être la durée. Donc, par exemple, dire l'enfant, suite à une consigne posée, l'enfant a pleuré pendant 8 minutes, puis 12 minutes, enfin la deuxième fois c'était 12 minutes, etc. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de faire diminuer la durée. Après, ça peut être l'intensité. Donc, ça peut être problématique. Parfois, des enfants parlent trop bas. Ils chuchotent comme ça. Et on n'entend pas leur discours. Et par exemple, c'est pas un comportement... Enfin, en classe, c'est un comportement non fonctionnel parce qu'on n'entend pas les réponses. Et donc, on peut avoir un but d'augmenter l'intensité. Ou on peut aussi avoir un but de diminuer une intensité à un enfant qui, à chaque fois qu'il joue au ballon avec les camarades, lance la balle à l'autre bout du terrain et ça casse le jeu. De ce fait, on peut vouloir diminuer l'intensité, la force du geste. Ça peut être aussi, donc la dimension pertinente peut être la latence. C'est-à-dire, c'est souvent utilisé... La latence, ça veut dire combien de temps se passe entre mon stimulus et ma réponse. En gros, entre mon antécédent et mon comportement. Un antécédent très classique, c'est le fait de poser une consigne. Donc, par exemple, je vais dire mets tes chaussures. Enfin, je sais pas, il est temps d'aller dehors, mets tes chaussures. Au bout de combien de temps l'enfant il va commencer à s'engager dans le comportement de mettre ses chaussures? Ça, parfois, ça peut être problématique, la latence. Si elle est trop longue, le groupe est déjà descendu en récréation et l'enfant, il n'a pas encore commencé à mettre ses chaussures. Donc, on va vouloir diminuer la latence du comportement. Donc dans ce cas-là, ça peut être la dimension pertinente du comportement. La latence aussi, par exemple, souvent on le met quand on travaille les programmes d'enseignement avec des enfants. Quand on pose des questions et qu'on attend une réponse de l'enfant, souvent on exige une latence inférieure à 2 secondes. Parce que dans la conversation, si on met 5-10 secondes à répondre, la personne est déjà partie. Et donc, si on n'a pas une latence, si on n'a pas une certaine fluidité entre l'antécédent, donc la consigne posée, ou la question, l'interaction verbale et la réponse, et bien dans ce cas-là, ça ne va pas être fonctionnel dans la vie. Donc, on va vouloir avoir des latences courtes pour certains comportements. Ensuite, une des caractéristiques du comportement, c'est bien sûr qu'il est produit par un organisme. Ça semble tout bête, mais du coup, ça peut être pertinent. Découle de ça ce qu'on appelle le test de l'homme mort. C'est-à-dire que quand on se dit, bon, là, j'ai défini un comportement, une personne morte, entre guillemets, pourrait le faire, c'est pas un comportement. Parce que, on a dit, un comportement implique une activité d'un organisme vivant. Et donc, c'est une question à se poser quand on définit un comportement. Par exemple, si je dis avoir 2000 € sur son compte en banque, est-ce que c'est un comportement? Non. Je veux dire, une personne morte peut avoir 2000 € sur son compte en banque et du coup, ça n'implique pas une activité de l'organisme. Et donc, ce n'est pas un comportement. Avoir quelque chose, ce n'est pas un comportement. Ça peut être le produit de comportement. Je veux dire, avoir 2000 €, c'est sans doute que la personne, elle a émis plein de comportements pour aller travailler, etc., pour amasser cet argent. Mais le fait de l'avoir, ce n'est pas un comportement. Pour être bien au clair, donc on va passer en revue quelques propositions et se dire si c'est ou non un comportement. Donc, à chaque fois, je vais énoncer la proposition. Je vais laisser quelques secondes pour que vous réfléchissiez, et puis après, je justifierai en disant si oui ou non c'en est un, et je justifierai. Donc, pleurer. Tic-tac, tic-tac. Donc, pleurer, oui, c'est un comportement, puisqu'il est observable. Il est mesurable, que ce soit en durée, en intensité, en fréquence sur une période donnée. En tout cas, on peut définir, on peut prendre une dimension qui va être pertinente et la mesurer. Une personne morte ne peut pas pleurer. Bref, on a nos paramètres pour dire que oui, c'est un comportement. Battre des mains et rire. Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
Donc oui, c'est un comportement, c'est même 2 comportements. Battre des mains, rire, observable, mesurable, produit par un organisme vivant. On est dans les critères. Tenir tête à quelqu'un. Donc, non, ce n'est pas un comportement, dans le sens où c'est pas objectif. Tenir tête à quelqu'un, on y met une intention. Et en vrai, tenir tête de quelle manière ? C'est-à-dire que, bon, déjà, on ne va pas l'écrire comme ça parce qu'il y a une intention, et peut-être, en fait, l'enfant, je sais pas, l'instituteur a demandé de sortir ses affaires, l'enfant n'a pas sorti ses affaires, a fixé l'instituteur droit dans les yeux et a dit non, ou je le ferai pas. On peut décrire cette séquence de comportements, et en se disant qu'on va travailler dessus, mais tenir tête à quelqu'un, c'est pas un comportement et ça implique une intention. Ne pas s'asseoir. Donc ne pas s'asseoir n'est pas un comportement puisque c'est un non-comportement. Donc pareil, quand on définit des comportements, on définit bien sur un aspect positif de ce qu'on voit et pas de ce qu'on voit pas. On peut dire après, on a un comportement, on exclut ça, ça et ça, qui ne rentre pas dans notre classe de comportement, mais on ne définira pas, enfin la première définition ne sera jamais un non-comportement. Crier. Donc oui, crier est un comportement, il n'y a pas de piège. Donc observable, mesurable, objectif. Avoir un bouton sur le bras. Avoir un bouton sur le bras, c'est comme avoir un compte en banque. Il y a pas ça n'implique pas une activité particulière. Hein, on l'a subi et on n'est pas acteur. Et donc ce n'est pas un comportement. Être pensif. Ce n'est pas non plus un comportement, c'est un état. Être pensif, en fait, c'est de manière observable. Qu'est-ce que c'est ? C'est peut-être quelqu'un qui reste assis sur une chaise, les yeux en l'air. Après, il est pensif ou pas. Enfin, en fait, c'est pas observable, donc on va pas spéculer. En fait, on va pas se mettre dans la tête des gens en disant il est pensif. Sans doute qu'il se dit ça parce que on n'a pas des moyens de le vérifier. Répondre juste. Oui, ça va être un comportement. Hein. Si on a bien défini ce que signifie répondre juste, enfin, si notre critère de réponse il est clair, on peut dire si oui ou non la réponse correspond aux critères de réussite ou pas. Et dans ce cas-là, c'est clair, c'est objectif, c'est mesurable, c'est observable. Avoir confiance en soi. Ce n'est pas non plus un comportement dans le sens où avoir confiance en soi peut se traduire par un ensemble de comportements. Par exemple, avoir confiance en soi peut se traduire par le fait que on récite sa poésie devant la classe sans chevrotter dans la voix, le fait qu'on peut proposer en groupe des initiatives qui sous-entend qu'on n'a pas peur qu'elles soient refusées, entre guillemets. Enfin, ça peut se traduire par un ensemble de comportements, mais en soi, ça n'en est pas un. Comprendre. Comprendre n'est pas non plus un comportement, on ne peut pas l'observer. Il faut l'opérationnaliser. Comprendre va se manifester sans doute par un ensemble de réponses correctes à un ensemble de tâches. C'est comme, parfois on dit, est-ce qu'il a le concept de ? C'est compliqué de savoir si... Enfin, on peut pas aller voir dans la tête de la personne si elle a le concept. En revanche, on peut se dire ce concept-là, on estime que la personne l'a si elle sait faire un ensemble de tâches. Alors on peut proposer les tâches et voir si la personne elle est en réussite dans ces tâches. Auquel cas, à un moment, on peut dire bah oui, elle a compris ou elle a le concept, mais ça va se manifester par un ensemble de comportements. Et puis un petit dernier, pour la route, très simple, s'habiller. Il n'y avait pas de piège, c'est bien un comportement, c'est même un ensemble de comportements, une chaîne de comportements, puisque par exemple pour m'habiller il faut que j'enfile ça, puis ça, puis ça, et même pour enfiler mon pull il faut d'abord que je le prenne, un bras puis l'autre, etc. Donc c'est bien une chaîne de comportements s'habiller. Ensuite,
Un comportement, une autre caractéristique, c'est que il se produit dans un environnement. Un comportement n'est pas un électron libre qui se produit de nulle part. Il dépend toujours de son environnement, c'est-à-dire qu'il est précédé d'antécédents. On le verra, enfin, on passera du temps, hein, puisque du coup les stratégies de prévention concernent les antécédents, donc on passera un petit moment à les définir. Et ça peut être des antécédents immédiats qui déclenchent directement le comportement, qui l'évoquent ou qui le provoquent. Et ça peut être aussi des antécédents à plus long terme. Par exemple, je peux avoir mal dormi cette nuit, ça va être des éléments contextuels qu'on appelle parfois écologiques, au fait que si on va me poser une consigne, eh ben, je vais déclencher un trouble du comportement parce qu'en fait, le fait que j'ai mal dormi rend ma tolérance à la consigne, on va dire, moins bonne, et je vais avoir plus de chances de déclencher un trouble du comportement suite à une consigne. Mais donc voilà ce qui concerne les antécédents. On va aussi prendre le temps de définir les principales catégories. Et puis un comportement, donc, comme on le voit sur le petit schéma, précédé d'antécédents, suivi de conséquences. Mes comportements, ils se maintiennent, ils augmentent, ils diminuent suite aux conséquences qui se produisent dans l'environnement. Si j'ai l'habitude, quand j'arrive au travail, de passer par la porte d'entrée, ça se maintient parce que chaque jour, quand j'appuie sur cette poignée, je suis en succès. Enfin, la porte s'ouvre et je rentre. Donc les conséquences sont positives et je continue d'obtenir ce que je souhaite. En revanche, si un jour la porte est fermée, bon, je vais essayer un peu. Ok, elle est fermée, je fais le tour, je prends une autre porte. Le surlendemain, si c'est encore le cas, et plusieurs jours de suite, bon, je vais finir par ne plus essayer cette porte. Dans tous les cas, elle ne fonctionne plus. Donc mon comportement, il va diminuer. Et on voit bien qu'il est fonction de ses conséquences. Si le comportement, il a des conséquences positives qui permettent d'accéder à ce qu'on souhaite, il augmente, il se maintient. S'il a des conséquences négatives qui ne permettent pas d'accéder à ce qu'on souhaite, il diminue, il s'éteint. Pareil, on va prendre le temps un petit peu de revenir sur ça. Je vais également vous le présenter tout de suite puisqu'on va l'utiliser, mon petit panneau ABC. Donc A concerne les antécédents, B le comportement, donc B c'est behavior en anglais. Donc on garde souvent le schéma, on a gardé en français le schéma ABC, antécédent, behavior, consequences, antécédent, comportement, conséquences. C'est notre grille de lecture en ABA, c'est-à-dire que chaque fois qu'un comportement se produit, on va essayer de l'analyser selon cette grille. Qu'est-ce qui l'a déclenché, qu'est-ce qui le maintient, pour essayer justement d'analyser comment on peut agir au niveau du déclenchement et comment on peut agir au niveau du maintien. Donc je vous présente ce petit panneau parce que j'y reviendrai tout au long de la présentation pour qu'on analyse à chaque fois les situations en fonction de ce petit schéma, de notre grille de lecture. Alors, les antécédents, ils peuvent être de plusieurs natures, donc ça peut être ce qu'on appelle des stimuli non verbaux. Donc l'exemple là sur le diapositive, c'est un enfant entend la clochette du magasin, enfin du marchand de glace. Son comportement, donc B, il court vers le marchand de glace. Sa conséquence, il obtient la glace qu'il voulait, son parfum préféré qu'il a pu commander. Voilà, donc il y a eu A, la clochette, B, le comportement, C, il accède à sa glace. Et il la déguste. Donc voilà, un comportement non verbal peut déclencher Et ce comportement se déclenche, ce comportement apparaît parce qu'il a déjà été renforcé par le passé. C'est-à-dire que c'est sans doute parce que l'enfant il a déjà pu bénéficier du fait d'aller chercher une glace et qu'il l'a apprécié, que du coup, hop, la cloche est devenue ce qu'on appelle un stimulus discriminatif. Je l'entends et je sais que du coup, il y a la séquence qui se met en route. Ah ben, la clochette égale je vais pouvoir commander ma glace, égale je vais pouvoir me régaler. Donc on voit bien qu'un antécédent, il prend une valeur en fonction de ses conséquences.
Il va déclencher un comportement parce que derrière, il y a quelque chose de positif. Si c'est la sonnerie du camion de poissons et que, honnêtement, moi, je n'achète pas de poissons, j'aime pas ça, ça ne va pas déclencher chez moi un comportement d'aller courir vers le camion du marchand de poissons. Donc, on voit bien que c'est en fonction des conséquences qu'on obtient. Les stimuli peuvent être également verbaux, comme nos consignes. Et c'est important de ce fait de voir nos consignes à chaque fois comme un antécédent du comportement. À chaque fois qu'on pose une consigne, on souhaite qu'il soit un antécédent du comportement attendu. Seulement, il faut se poser la question, quand je pose ma consigne, par exemple, range ta chambre, j'attends un comportement, ou une série de comportements de la personne qui fait que, à un moment, en tout cas le produit fini sera une chambre où il n'y a plus les habits qui traînent, les jouets éparpillés, etc. Mais il faut se poser la question, du coup, est-ce que je fais en sorte que ce comportement il se produise ? On va y revenir parce que justement, on va voir comment faire en sorte que les enfants suivent les consignes. Parce que c'est souvent considéré comme en tout cas, pour un certain nombre d'enfants, suivre des consignes, ça pose souci. Ils n'ont pas, on va dire, une obéissance, entre guillemets, qui ressemble à celle des enfants ordinaires. Et donc, le suivi de consignes est souvent un problème. Et on verra justement dans la prévention, là, quand on va parler vraiment des stratégies de prévention, comment faire en sorte que les enfants ils suivent les consignes. Parce que si on pose la consigne et qu'on ne fait pas en sorte qu'elle soit suivie et qu'on n'apporte pas de conséquences positives, et ben forcément nos consignes n'attrapent pas de valeur, on aura des problèmes de latence et on aura donc des problèmes de suivi de consignes. L'antécédent peut également être donc, ni un stimulus visuel, non verbal, ni un stimulus verbal, mais un stimulus interne qu'on appelle la motivation. Donc ça peut être, comme on le voit sur la diapositive, la petite fille, elle fait rien de spécial, et puis d'un coup elle se dit je ferais bien du trampoline. Donc elle a une motivation. Elle va demander l'autorisation à sa maman, comportement, maman, est-ce que je peux faire du trampoline ? Sa mère lui dit oui, et puis elle file faire du trampoline. Donc en conséquence, pareil, elle accède en fait à sa motivation. Enfin, elle accède à l'objet de sa motivation. Donc ça fait partie aussi des antécédents à prendre en compte, la motivation. On y reviendra également. Parce que c'est un paramètre qu'il ne faut pas hésiter, qu'il faut vraiment repérer quand on met en place des interventions. Est-ce que c'est une situation motivante ? Est-ce que ce que je demande a une valeur motivante pour la personne ? Auquel cas, forcément, si la situation est motivante, elle demande moins d'efforts. Si elle ne l'est pas, elle en demande plus. Donc on aura un engagement dans le comportement attendu qui sera différent selon qu'il y ait des paramètres de motivation ou pas. On y reviendra aussi. Ensuite, donc on a bien passé en revue on a essayé de définir les différents types d'antécédents. Alors maintenant, au niveau des conséquences, donc comme on l'a vu, les conséquences, elles suivent le comportement, donc c'est ce qui se passe souvent immédiatement après. Il peut avoir également des conséquences à plus long terme, mais en général, voilà, surtout chez les personnes non verbales ou qui ont un niveau cognitif moins élevé, elles ont moins d'impact. Les conséquences à long terme ont moins d'impact et les conséquences immédiates vont avoir vraiment un impact plus fort. Et même dans notre vie, à nous tous, les conséquences immédiates, elles ont un impact assez fort. Et donc, elles vont être déterminantes, les conséquences, puisque c'est elles qui détermineront si le comportement il se reproduira à l'avenir ou pas. Si la conséquence elle est agréable et que la personne a une motivation pour chercher cette conséquence, eh bien oui, le comportement se reproduira. Par contre, si la conséquence n'est pas agréable et que la personne a une motivation à l'éviter, ou en tout cas n'a pas de souhait de la chercher, et bien dans ce cas-là, le comportement il a peu de chances de se reproduire à l'avenir. Hop. Donc là, ce petit schéma montre justement, c'est un schéma assez basique, mais qui est très clair pour montrer que selon la conséquence,
on va avoir un comportement différent. Ça va modeler notre comportement et ça va aussi donner une valeur différente à l'antécédent. C'est-à-dire que si mon téléphone sonne, que je suis en train de conduire, que je décroche et que je fais un accident, si je reprends mon petit schéma ABC, voilà, donc le téléphone sonne, je décroche, j'ai un accident, il y a peu de chances que dans les mêmes circonstances égale je roule et le téléphone sonne, je décroche à nouveau mon téléphone parce que j'aurais eu des conséquences négatives et elles vont influencer du coup le fait que dans les mêmes circonstances, mon comportement, je ne le reproduirai pas. En revanche, si le feu passe au vert, je continue de conduire, enfin je redémarre et ma conduite se passe bien, les conséquences sont positives, et ben le fait de rouler quand le feu passe au vert, c'est devenu un stimulus discriminatif pour déclencher ce comportement parce que à chaque fois dans cette situation, ma conduite se passe bien et donc les conséquences sont positives.